Notre prochaine conférencière, c'est Patricia Leduc. Patricia est graduée du campus McDonald de l'Université McGill en 1994 en conservation des sols et de l'eau. Elle a travaillé sur des projets sur le phosphore et la caractérisation des engrais de ferme avec le MAPAC avant de travailler au Club Agri-Conseil Masca à partir de 1998 où elle travaille toujours. Elle a participé à de nombreux projets qui touchent principalement la fertilisation, les engrais de ferme, les plantes fourragères, les engrais verts, les changements climatiques et la phytoprotection. Et je voudrais ajouter que Patricia a toujours d'excellentes questions et elle anime très bien là, nos groupes de travail. Donc, écoute, je te cède la parole. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous partager l'expérience que vous avez eue avec les producteurs. Bien, merci beaucoup, Stéphanie. D'ailleurs, je crois que vous m'avez invité parce que vous vous êtes dit, au moins durant cette présentation-là, elle ne posera pas de questions. Donc, le sujet de ma conférence, le titre « Réduire l'impact des pesticides dans le bassin versant de la rivière des Hurons-Nord, une action à la fois ». Donc, je vais essayer de ne pas trop revenir sur ce qui a été dit précédemment. Il y a des choses que je vais peut-être répéter, mais peut-être avec plus l'angle conseillé. Donc, comment ça a débuté notre aventure au niveau de la phytoprotection là, plus dernièrement? Au club, on a plusieurs membres qui sont situés à la tête du bassin de la rivière des Hurons. Dans le passé, il y avait eu plusieurs aménagements qui avaient ciblé principalement le contrôle de l'érosion qui avait déjà été réalisé. Puis, on voulait travailler plus sur l'aspect phyto. Il y a déjà un bassin versant là, actif là, avec l'UPA dans ce secteur-là, mais on avait entendu parler qu'on peut faire une demande d'approche collective, ce qui nous permettrait de bonifier le support prime vert, puis des services conseils. À ce moment-là, le taux de subvention passait de 70 à 90 %, ce qu'on trouvait vraiment intéressant là, pour travailler sur ces nouveaux systèmes. Entre autres, il y a des producteurs, par exemple, à ce moment-là, qui se sont équipés de systèmes de coupure de rampe automatique. Donc, il y a 17 producteurs qui ont adhéré. Puis, au niveau de l'approche collective, il fallait quand même qu'il y ait un bon pourcentage des superficies qui adhèrent. Donc, on est allé voir, il y a 3 autres clubs qui sont dans ce territoire-là également, inclus dans la demande collective. Puis, ce qui est arrivé également, c'est au niveau du bassin versant des Hurons, ils nous finançaient des évaluations détaillées de gestion des pesticides chez des producteurs. On nous dit parfait, on va développer ce service-là. Ici, je vous montre un peu le secteur que ça représente. Alors, ici, on a tous les champs qui sont en couleur, bien, ça représente les fermes qui ont adhéré. Donc, c'est vraiment un bon pourcentage de ce bassin versant-là. La rivière des Hurons, elle commence ici. Ici, on est à la présentation. Ensuite, on tombe ici Saint-Charles, ici Sainte-Madeleine. Donc, on est vraiment, puis on a l'autoroute 20 ici. Donc, première chose qu'on a faite, bon, des EGP, on n'avait jamais fait ça. Donc, on s'est dit, nous, on a la chance quand même d'être un gros club, on est une quinzaine d'employés. Donc, on s'est dit, première chose, on va spécialiser des ressources. Il y a 4 personnes vraiment qui travaillent plus au niveau de la phyto, au niveau du club. Ensuite, on s'est dit, bien, on va faire l'inventaire de nos références en phyto. Donc, ce que ça a donné un gros cartable qu'on a tout classé par sujet pour voir c'est quoi l'état de nos connaissances là, au niveau de la phyto, là, autant insectes, maladies que contrôle des mauvaises herbes. Par la suite, on a consulté d'autres conseillers qui avaient déjà fait des EGP pour voir un petit peu leur version des choses. Un petit merci spécial à Isabelle Martineau ici. Puis ensuite, on a dit, bon, on s'est assis avec tout ça, il y avait déjà un questionnaire qu'on a pris le temps de mettre à notre main, on a enlevé des questions, on a rajouté d'autres, on a réfléchi à ce qu'on voulait remettre aux producteurs. On voulait que ce soit un outil simple, qui soit utile, puis qu'on pouvait bonifier dans le temps. Donc, qu'est-ce que ça a donné? On a décidé de remettre ça sous forme d'un cartable qui est assez visible. Hein? Le cartable vert, c'est un cartable de phyto. Avec différents onglets qu'on peut bonifier dans le temps. Donc, avant même d'avoir fait notre première rencontre client, on avait déjà plus de 100 heures de travail de mis là-dessus. Donc, on est parti avec cet outil-là. Puis, on a fait nos 7 premiers EGP à l'hiver 2016-2017. Les premiers constats, ben, comme vous l'avez tous probablement vécu, c'était, surtout à cette période-là, c'était vraiment difficile d'avoir l'info sur les traitements de semences. La plupart des clients, ils savaient
ne savaient pas plus s'il y avait eu de l'insecticide ou pas sur leurs semences. L'atrazine était quand même un herbicide qui était assez commun là, chez plusieurs clients. La calibration d'arroseurs, c'était pas toujours récent. On constatait aussi que les champs n'étaient pas toujours dépistés. Puis quand ils l'étaient, bien souvent on avait peu d'historique sur les mauvaises herbes qu'on y retrouvait. Puis ce qu'on s'est rendu compte assez rapidement, c'est que ces rencontres-là permettaient des discussions qu'on n'aurait pas eues autrement, même si le client pouvait être avec nous depuis 10-20 ans. Quand on remettait le document, un des coups de cœur des clients, ben, c'était le tableau de la gestion de la résistance. C'est quoi? Ben, c'est pas très compliqué. Dans un Excel, finalement, c'est peut-être un peu petit, c'est la liste des champs avec l'historique pour chacun des champs, des produits qui ont été utilisés ainsi que les groupes. Donc, souvent, les producteurs se font dire variez vos groupes d'herbicides, mais c'est quand même quelque chose d'abstrait pour eux souvent. Ici, ben là, vraiment, là, ça les conscientise à ce que ça représente, puis c'est plus concret pour dire, OK, finalement, tranquillement, apprendre le glyphosate, c'est un groupe 9, le Callisto, un groupe 27, etc. L'autre chose qui était appréciée également, comme on a parlé, ben, on était capable de sortir les indices IRPEC. Nous autres, ce qu'on aimait à ce moment-là, c'est les sortir par culture. Donc, par exemple, ça c'est l'exemple dans du soya. C'est assez facile de voir que un des produits qui contribuait le plus dans ce champ-là, par exemple, c'était le Cruiser Max, qui était l'insecticide sur la semence du soya, avec des indices ici qu'on peut voir assez élevés. Ça, c'est, en passant, le Cruiser, c'est une des premières choses qu'on a enlevées. C'était pas quelque chose qu'on trouvait risqué, puis le producteur était très, très à l'aise avec ça. Donc, saison 2017, pour chaque client, on avait un plan d'action personnalisé. Pour lui, vraiment, c'est notre plan de match pour la saison. Ça pouvait être quelqu'un qui voulait juste avoir des discussions de stratégie herbicide jusqu'à quelqu'un qui voulait avoir le suivi de tous ses champs. L'autre chose qu'on a fait aussi en 2017, ben, on a fait une campagne de calibration. Donc ça, on s'est dit, bon, on va commencer comme il faut. C'est la première étape. Il faut que les produits soient appliqués correctement au champ. Puis, on pousse la connaissance des fermes. Donc, comme il a été dit précédemment, on fait du dépistage. Chez certains producteurs, on a fait des parcelles avec et sans atrazine. On a fait du dépistage d'insectes de sol, cartographie des mauvaises herbes, dépistage des mauvaises herbes. Puis, à travers ça, on développe notre outil de recommandation. Donc, on s'est fait un Excel là, pour avoir quelque chose de plus standard quand on fait nos recommandations d'herbicides. Par exemple, en 2017, chez un producteur, on a fait un producteur qui voulait faire du régras intercalaire dans son maïs. Il avait choisi d'utiliser du converge. Donc, on a fait une parcelle avec et sans atrazine. Donc, on voit que la partie atrazine du converge représentait des indices de risque assez élevés. Le converge, c'est un des herbicides les plus doux sur le régras. Donc, à quoi ça ressemblait? Bien, ce qui était intéressant dans ce genre de parcelle-là, c'est qu'on avait des témoins enherbés, sans herbicide. Donc, ça nous permettait de voir de plus près dans ces témoins-là, c'était quelles espèces qui étaient présentes, la pression de chacune. Donc, voici ce que ça donne dans la partie avec atrazine. Une super belle implantation de régras cette année-là. Super bon contrôle des mauvaises herbes. Ici, il faut que je mentionne, c'était du converge qui avait été fait assez tôt, sans application de glyphosate. Ce qu'on a constaté, c'est ce producteur-là, ce qu'on ne savait pas auparavant, avait quand même une pression de sétage jaune assez importante sur cette ferme-là. C'est écrit sur l'étiquette, c'est pas vraiment une surprise. L'acétate jaune est mal contrôlé par le converge seul. L'ajout d'atrazine va aider pour le contrôle de l'acétate jaune. Donc, ça n'a pas été dramatique, mais quand même, on trouvait que ce n'était pas un contrôle suffisant là, pour cette ferme-là. Mais il y a quand même d'autres options à l'atrazine en général. Déjà, à ce moment-là, il y avait plusieurs produits, là, comme on peut voir ici, qui étaient disponibles sans atrazine, qui étaient déjà intégrés. Ensuite, en 2018, là, quand la réglementation est arrivée, ben, là, on a commencé à avoir des produits qui étaient disponibles seulement avec atrazine auparavant, comme le Converge, qui l'était maintenant sans. Puis plus tard, il y a d'autres produits qui se sont rajoutés, entre autres, comme la Curon Flexi là, en 2020, qui était disponible sans atrazine. Mais il ne faut pas oublier qu'encore là, on parle de la réglementation. Les producteurs là, qui étaient dans le projet étaient quand même proactifs, puis ils n'ont pas fait les changements à cause de la réglementation. Je crois que globalement, au Québec, oui, la réglementation a hâté des choses, mais c'est déjà des choses qu'on faisait avant que la réglementation arrive.
Donc, à l'hiver 2017-2018, il y a l'annonce du projet pilote. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, le bassin versant des Hurons, là, avec l'UPA, il avait fait une demande d'un projet pour travailler sur la phyto dans ce bassin versant-là. Le projet n'a pas été financé par le MAPAC à Québec, mais on a comme eu des places supplémentaires dans le projet pour les clients de ce secteur-là spécifiquement. La majorité des clients de l'approche collective ont décidé d'embarquer. Donc, l'objectif, on le connaît, ça a été dit, réduire les indices de risque de 25 %. Donc, on a recommencé, on a fait une petite mise à jour de notre outil, parce que là, on l'avait testé un peu, puis il y a des choses qu'on aimait plus ou moins. On a fait nos rencontres, puis, bon, premier constat, producteurs sont en général super ouverts quand on leur explique. L'exemple de l'atrazine est assez frappant. On n'arrivait pas les mains vides, on avait quand même participé depuis plusieurs années au réseau de parcelles, donc quand on leur expliquait, on n'a pas vraiment eu beaucoup de résistance pour enlever l'atrazine. L'autre chose, c'est des indices de risque pour la santé. Ça leur parle quand même beaucoup. Souvent, c'est la première fois qu'ils entendaient parler de ça, qu'il y avait des différences entre les produits. Puis la plupart du temps, on a commencé à entamer les premiers changements là, pour la saison 2018, même si parfois on avait de la résistance de certains représentants. Donc, je vais passer rapidement, mais un exemple classique qu'on voyait, le Helix avec l'atrazine, c'était quand même un mélange assez populaire dans la région. Donc, d'enlever l'atrazine ici, ça, c'était quand même quelque chose de facile à faire. Ensuite, à ce moment-là, par exemple, en 2017, on pouvait avoir le cruiser, le néonique qui est encore utilisé. Il faut se rappeler qu'à partir de 2018, on avait accès à des choses comme le Nivea. Donc, même si le producteur, finalement, n'était pas obligé, c'était pas réglementé, il y en a plusieurs qui n'étaient pas encore prêts nécessairement à enlever le traitement insecticide, mais ils se disaient, bon, je fais déjà un bout. Il faut se rappeler que les poches de maïs, c'était 10 à 15 $ de plus avec le Nivea à ce moment-là. Donc, le producteur était quand même proactif, finalement, de faire ce changement-là. Donc, dans ce cas-ci, encore là, on avait du converge qui était enlevé. L'autre chose qu'on a commencé à travailler un peu plus, c'est dans le soya IP. Il y en a été question peut-être un petit peu tantôt. Un soya IP a des indices de risque beaucoup plus élevés qu'un soya Roundup, par exemple. Souvent, les producteurs utilisaient toujours la même recette. Là. Le classique, c'était le Boundary Freestyle, avec des indices de risque quand même assez élevés. Nous autres, on leur proposait d'autres produits. D'ailleurs, on a eu la participation d'un producteur pour faire une super belle parcelle de démo en 2019, si je ne me trompe pas, où on avait 20 combinaisons d'herbicides pour le soya IP. Donc ça nous aide, c'est intéressant pour montrer ça au producteur, puis de notre côté aussi, ça nous aide à se faire un œil, puis à prendre d'expérience avec les différents produits. Donc, tu sais, dans les recettes qu'on voit de plus en plus dans notre secteur, le Triactor, ça c'en est un, le Fierce, on a eu des super bons résultats en semi-direct, avec des indices de risque plus faibles. Puis, tu sais, la notion de coût à l'heure est quand même importante aussi. On ne veut pas nécessairement que ça coûte plus cher là, aux producteurs. Donc, ici, des ordres de grandeur de prix, mais on voit quand même que ce n'est pas parce qu'on réduit nos indices de risque que les coûts nécessairement augmentent. Il y a quelques personnes qui ont parlé des céréales tantôt avec des indices de risque plus élevés. Donc oui, effectivement, le classique, en fait, le classique dans ma région pour les céréales, c'est Puma Bactria. Souvent, là, si on ne se pose pas de questions, c'est ça qu'on met. Première question, le Puma, est-ce qu'il est toujours nécessaire? On se rend compte souvent que au niveau des graminées, si notre céréale est compétitive, souvent, à part des fois un petit peu sur les cintres, mais le Puma, on peut l'enlever facilement. Ensuite, au niveau du Bactril, le Bactril, moi j'ai des clients chez qui on a fait par exemple du MCPA, de l'Affinity, du Refine, c'est toutes des recettes qu'on a faites chez des clients. C'est sûr que si on veut avec juste le MCPA, on a vraiment une belle baisse au niveau de nos indices, pas de frais supplémentaires. Ça demande quand même un petit peu plus de suivi, parce que les mauvaises herbes doivent être moins grosses, par exemple, qu'avec le Bactril. Donc, tu sais, il y a une question de timing aussi, mais ça se fait. Puis encore là, des fois, on peut partir avec un plan de match, puis pour des raisons de météo, on n'est pas capable de faire notre traitement au bon moment, bien finalement, oui, on peut finalement, on s'adapte vraiment, on suit les champs là, pour quand même toujours l'objectif, c'est d'avoir des bons contrôles de mauvaises herbes.
Donc, notre constat de tout ça, c'est que les indices de risque, c'est vraiment un outil super intéressant, mais il faut faire attention dans l'interprétation de sa progression. L'objectif vraiment du projet, ça a été discuté un petit peu dans le chat, c'était de réduire les indices de risque, mais pour nous, c'était essentiel de prévenir l'apparition des résistances puis d'avoir un bon contrôle des mauvaises herbes. Donc, dans certains cas, ça pouvait amener une légère hausse des IRPEC, même si globalement, on considérait que la gestion de la ferme était meilleure. Donc, rapidement, je vous montre au niveau de nos indices de risque. Au niveau du club, on avait 29 clients qu'on a suivis. Des baisses de 22 et 24 pour les IRS. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu tantôt. Je crois des indices semblables un petit peu à ce qu'on a vu. Si je considère juste les clients qui étaient, par exemple, dans le secteur plus de l'approche collective, bien là, si je regarde juste ma progression, je vois 4 je dis, ben, voyons, c'est donc bien ordinaire. Tu sais. Mais quand je regarde mon IRA final de la ferme, si je compare avec le reste du club, ils sont très semblables. C'est juste qu'eux autres, ils ont parti plus bas. Puis, l'autre chose, bien, comme on a des clients qu'on a débuté les changements en 2016, si je prends, parce que déjà ici, on commence avec 2017, si ici, à la place de prendre les indices 2017, je prends les indices 2016 chez les clients chez qui on a commencé plus tôt, bien, ça veut dire que je pars plus haut. Donc là, on a des diminutions plutôt autour de 10 Donc, quand on part de plus haut, c'est plus facile de baisser et d'avoir des belles diminutions. 2-3 ans, c'est vraiment pas long. Nous, là, au niveau des insecticides, des traitements insecticides là, sur la semence, 2019, ça a commencé à bouger, 2020 encore plus, puis 2021 encore plus. Donc, il ne faut pas considérer, il y a encore du travail qui se fait, là, parce que pour changer des pratiques, là, ça ne se fait pas en criant latin. Puis, bon, ça a déjà été mentionné, là, des fongicides qui ont été rajoutés, qui contribuent à la hausse sur laquelle on n'a pas vraiment de contrôle. Là, vous allez me dire, ben là, vous parlez juste de pesticides dans un EGP? Et non. Donc, c'est tous les sujets qu'on aborde lors de la rencontre. Puis, on le fait vraiment toujours avec l'angle, on veut savoir ce que la ferme fait. Puis, on le fait toujours un petit peu, on fait des propositions avec l'angle du contrôle des ravageurs. Donc, si je vous donne un petit exemple, qui sera peut-être un peu petit, on trouve ça important pour le producteur, on met l'emphase sur des bonnes pratiques qu'il y a déjà à la ferme. Il y a bon, des choses problématiques ou qu'on veut améliorer. Puis, on fait des solutions, on propose des solutions, des recommandations. Ça peut être quelque chose qu'on ferait à court terme, comme à moyen terme. Puis, c'est des fois des endroits où on fait des propositions qui sortent un peu de la zone de confort du producteur. Là. Tu sais, des fois, on dit, ah, lui, il ne voudra jamais faire ça. Mais bon, on se lance, on le dit, puis des fois, ça chemine là, avec les années. Donc, par exemple, bon, ça, la nuit, suite à un maïs en silage, on propose une implantation de seigle suite à la récolte du maïs en silage pour couvrir le sol durant l'hiver. Le seigle peut servir de fourrage le printemps suivant. Puis, également, le seigle peut contribuer à couper le cycle de maladies dans le soya, comme le sclérotinia. Ce producteur-là avait déjà fait un essai de régresse intercalaire en 2016. Il n'avait pas été super satisfait des résultats, puis il trouvait que ça réduisait son choix de produits phytosanitaires vu qu'il y avait son intercalaire. Ben, on dit, toi, peut-être que dans le maïs en silage, avec ta gestion que tu fais, c'est pas la place que tu devrais le faire. Tu devrais peut-être plus le faire dans ton maïs grain pour que le régresse ait vraiment le plein potentiel de croissance. Puis l'autre chose, ben, on y rappelle qu'il y a plusieurs options de désherbage avec résiduels qui sont compatibles avec le régresse. Donc, c'est ce genre de choses-là que l'EGP permettrait d'avoir ce genre de discussion. Il y a aussi plusieurs actions au champ. Donc, 2017, par exemple, on a participé, un producteur de cette zone-là a participé aux essais de semis d'intercalaire dans le maïs, le gros projet régional avec la Montérégie-Est, Montérégie-Ouest. Donc, un super beau résultat du mélange. Le 12 octobre, ça ressemblait à ça. On voit que même dans le témoin où il n'y avait pas eu de semis, seulement un Roundup dans son cas, lui, ça avait fait un super bon travail. Donc, ça ressemblait à ça à la fin de la saison. Plusieurs producteurs aussi qui ont fait du régresse intercalaire. Ça, c'est un exemple d'une super belle implantation dans le maïs grain. L'effet sur la structure du sol qui est vraiment intéressant. Également, bien, il y a eu l'introduction de nouvelles cultures dans la rotation. Donc ici, on voit le seigle d'automne. Dans notre secteur, ça a été plus utilisé pour la production de fourrage. Donc, c'est important. Encore là,
quand les producteurs essaient des nouvelles choses, de suivre les champs. Ici, on regardait la profondeur. Au 30 octobre, le champ était superbe. L'autre chose qui a été mentionnée, c'est sûr que tout le volet santé et sécurité a été discuté avec les producteurs ou acheter le matériel. Puis vraiment, là, on sent qu'il y a un changement par rapport à ça. Avant, les producteurs étaient sentaient quasiment gênés de dire qu'ils se protégeaient, alors que là, vraiment, ils sont plus conscients des risques pour la santé, puis il y a vraiment des beaux échanges à ce niveau-là. Donc là, vous allez me dire, ouais, puis la qualité de l'eau dans tout ça, ça fait quoi? Donc, nous, dans le fond, on a eu un suivi d'eau en 2017, 2018, 2019, j'ai pas réussi à mettre la main dessus, d'Environnement Canada. Donc, vraiment pour ce petit secteur du bassin versant. Donc, ici, en premier, je vous présente les résultats 2017. Donc, c'est les principaux produits qui avaient été analysés la première année. Donc, Poncho, Gancho, Cruiser, qui sont des insecticides néoniques. On remarque que il y avait plusieurs échantillons lors de la saison de croissance 2017. Donc, on retrouve ces produits-là dans presque 100% des échantillons. En rouge, ici, ça c'est le niveau maximum qu'on avait dans notre secteur. Donc, on voit qu'on dépasse les critères pour la protection de la vie aquatique chronique, là, amplement. Ici, juste pour vous donner un ordre de grandeur de l'exutoire dans cette période-là, c'est-à-dire à la fin du bassin versant. Donc, c'est sûr que les niveaux maximums sont en général plus élevés parce que le produit s'accumule tout au long du bassin versant, si on peut dire. Oui, on avait présence d'atrazine dans 100% des échantillons, frontière duale. On avait comme une genre d'aberration un peu avec le chlorpyrifos, qui peut être utilisé entre autres sur un autre insecticide, qui peut être utilisé encore pour entre autres pour le contrôle du ver gris-noir, mais qui peut être aussi utilisé de manière un petit peu, comment dire, anonyme dans certains poulaillers pour le contrôle de certains insectes. Donc, on avait quand même eu des pointes là, au niveau de ce produit-là qui a d'ailleurs été réglementé également. 2018, on rajoute le Roundup et le Lumivia, qui était quand même un nouveau traitement de semences. Donc, qu'est-ce que les chiffres nous donnent? Ici, on voit 2018 qui est apparu. Bonne nouvelle, alors nos fameux néoniques, c'est sûr, c'est seulement une année. Il faut avoir d'autres données pour confirmer la tendance. Mais c'est des produits très solubles, puis on en utilise moins. Entre autres, tantôt, je vous parlais du fameux Cruiser, vraiment que nous autres, là, dans ce coin-là, ça a été... Les producteurs, là, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de résistance. On a dit, on enlève l'insecticide Cruiser sur notre soya. Seulement échantillonné, retrouvé, détecté dans 14% des échantillons. Le maximum passe de 77 à 19, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Même chose pour le poncho, où on en retrouve moins souvent, puis de moins grand maximum. On parlait tantôt de notre petit chlorpyrifos, pas vraiment détecté ou très peu. Si on regarde au niveau de l'atrazine, on le retrouve toujours, mais les maximums étaient quand même moindres là, dans les plus grandes concentrations qu'on a observées. Puis, peut-être la moins bonne nouvelle, notre Lumivia, qui était quand même relativement un petit nouveau à ce moment-là, on le retrouve déjà dans 100% des échantillons. Donc, c'est des produits solubles. Puis quand on regarde les données du ministère de l'Environnement, c'est très clair. Aussitôt qu'on voit des précipitations, les concentrations augmentent dans les cours d'eau. Donc, c'est des produits super solubles. Ça descend. Ça, c'est pas une question. Donc, maintenant, en conclusion, on continue le travail débuté en phyto chez ces clients-là. La plupart ont décidé de continuer avec les différents services au champ. Là, on recommence notre saison de calcul d'indice de risque. Ce qui est vraiment super important, c'est l'effet de groupe, puis aussi de rayonnement du projet chez les autres clients. Parce que, veux pas, quand on avait des rencontres du club, sur le Facebook du club, on parlait beaucoup plus de phyto, puis ça a donné le goût à d'autres clients d'adhérer à ces nouveaux services-là. Puis aussi, nous, de notre côté, en développant l'expertise, on a plus confiance en nous pour proposer des services. Le projet pilote a vraiment encouragé les producteurs à faire des changements, puis comme j'ai mentionné tantôt, ça continue. Donc oui, c'est sûr que la réglementation
brusque les choses. Puis je vous dirais, par exemple, on voit déjà un peu avec certaines compagnies de semences, avec la ligne directrice, par exemple, qui vient de passer au niveau de l'OAQ là, pour des traitements, la justification des traitements insecticides. La réponse des compagnies est géométrie variable, mais quand même, on voit que certains producteurs s'en font parler. Donc, quand nous, on arrive avec notre message, ça passe mieux versus quand on a un message contraire avec l'industrie, c'est vraiment plus difficile là, de faire des changements. Un autre facteur de succès là, à tous ces changements-là, c'est le réseautage avec les autres conseillers. Donc, tout ce qui s'appelle le mentorat, les rencontres d'échanges hebdomadaires pour échanger. Nous, on a la chance d'être un gros club où justement, on peut mettre nos outils en commun. Donc, ça, c'est vraiment super. Puis aussi, il ne faut pas se gêner, puis pogner le téléphone, puis quand on a des questions, d'appeler les représentants de compagnie. Donc, moi, là, ils me connaissent tous par mon prénom, puis il faut aller chercher l'information. Il ne faut pas se gêner là-dessus. L'autre chose aussi qui est vraiment important, c'est d'avoir des outils performants. Les indices de risque, je pense que plusieurs personnes l'ont dit avec Sage, c'est vraiment intéressant. Mais dépendant des versions qu'on a eues, puis pour différentes raisons, il y a certaines années où on a été obligé de rentrer les indices de risque champ par champ chez le producteur. La manière que l'outil est fait, c'était excessivement long. Ça, c'est pas une option pour nous. Cette année, là, on est capable de le faire plutôt par culture. Donc là, on considère que c'est plus intéressant, mais il faut vraiment que les outils s'adaptent si on veut que ça s'étende, cette utilisation-là, c'est vraiment important. Là. Puis l'autre chose, il y a des outils, entre autres, tantôt il était question là, du petit fichier d'infos, traitement insecticide colligé par le MAPAC, puis remis à jour à chaque année. C'est pas une option. Il faut que ça continue, ces outils-là. C'est pas parce que ça a été fait une fois que c'est fini. Donc, on a besoin de soutien à ce niveau-là. Soutien, effectivement, en deuxième et troisième ligne même, je vous dirais du MAPAC et du sérum, entre autres. Tous les réseaux d'essais atrazine, essais de semences sans insecticides, des dépôts de sclérote, entre autres, pour mieux comprendre le sclérotinia dans le soya, les réseaux d'avertissement phytosanitaire, on ne pourrait pas faire ça chacun dans notre coin, chaque conseiller. Donc, c'est vraiment des outils qui sont essentiels, surtout avec les nouveaux ravageurs qui s'en viennent, autant des insectes, on a la marante tuberculée qui commence à faire son entrée. Donc, c'est vraiment important qu'on ait le MAPAC auquel on peut référer, puis eux autres, ils ont des spécialistes, entre autres, au sérum ou à l'IRDA, auxquels ils peuvent également référer. Puis, c'est vraiment important d'être au champ. Ces services-là, c'est plusieurs heures de services nécessaires. Une année comme 2020, par exemple, où on a eu une année sec avec des canicules, parfois on se fait un plan de match, on va au champ, on pense se faire traiter, pas de mauvaises herbes, il faut revenir la semaine suivante, c'est la canicule, notre plan de match, on le refait, donc c'est beaucoup d'heures. Puis souvent c'est chez des clients qui sont proactifs, puis qui utilisaient déjà beaucoup de services, donc leur enveloppe de subvention, finalement, ils l'utilisaient déjà complètement. Donc, si on veut continuer, on a eu le projet pilote qui nous a aidés de ce côté-là, mais ça prend vraiment un support supplémentaire du programme Service Conseil, parce qu'à un moment donné, si on dit qu'au niveau de la société, on veut moins de pesticides dans les champs et dans nos cours d'eau, il faut avoir du support là, à ce niveau-là. Donc, encore une fois, merci à tous pour leur implication. Ça, c'est une démo, la fameuse démo qu'on avait faite dans le soya IP là, avec les différents produits. Donc, on a vraiment... ça nous prend des producteurs impliqués qui nous prêtent un petit morceau de terrain pour qu'on fasse nos applications. Puis, c'est sûr que l'intérêt des producteurs et les changements qu'ils font, c'est vraiment une grande source de motivation pour nous. Donc, merci vraiment à tous. C'est un travail d'équipe. Merci, Patricia. C'est intéressant de voir l'angle d'une conseillère et d'un club conseil aussi. On aurait le temps pour une question. Anne-Gabrielle, est-ce que tu as quelque chose est-ce que tu as soulevé des points dans le clavardage? En fait, la seule question, c'était par rapport à un tableau Excel que Patricia a présenté, mais je sais que Geneviève répondait un peu au fur et à mesure, là. Puis je pense que le tableau Excel qu'elle parlait, c'était produit par produit chez chaque producteur. Donc,
Je ne sais pas si vous l'extrayez dans le fond quand vous faites vos IRPEC directement ou... Oui, si c'était, mettons, le tableau par culture, là, ça, c'est, en tout cas, c'était surtout dans les premières années. C'est ça. Ce qui était un petit peu irritant, des fois, avec Sage, là, c'est que les rapports changeaient d'une année à l'autre aussi, là, tu sais. Donc, ça, des fois, il y a des rapports qui faisaient moins notre affaire que d'autres. Mais ce qu'on a besoin, finalement, c'est ce que je présentais sur ce tableau-là, où vraiment c'est visuel pour le producteur de dire, bon, OK, on a fait un bout, c'est où là, notre indice de risque est encore haut, là, tu sais. Donc, je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question. Je crois que oui. Il n'y avait pas d'autres questions. OK, super. Bien, en tout cas, merci de nous avoir présenté tes outils, là. Vous êtes vraiment super proactifs.